Jean Marcal, bonjour. Bonjour. La plupart des textes et des témoignages de l'Antiquité, nous l'avons vu jusqu'à présent, nous présentent les druides comme des hommes de religion, parfois comme des philosophes ou des juges, et très souvent comme des devins et des mages. Nous allons tenter avec vous, Jean Marcal, de faire la lumière sur cette dernière qualité ou fonction qui apparente les druides à une autre catégorie de détenteurs du savoir et du pouvoir, dont l'existence est attestée en Europe nordique. Je veux parler des chamans. Il faut rappeler, Jean Marcal, que lorsque les Celtes se sont établis en Europe occidentale autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, ils ont dû composer avec des populations autochtones qui s'y trouvaient déjà. Jean Marcal. Oui, il est évident que le druidisme, on ne sait pas trop d'où il vient, c'est la religion des Celtes, mais lorsque les Celtes sont arrivés en Europe occidentale, ils ont trouvé une population qui avait des coutumes, qui avait certainement une religion, on ne sait pas laquelle, peu importe, et il y a eu des mélanges, c'est évident. Et dans cette optique du chamanisme, qui est un ensemble de pratiques à la fois médicinales et des pratiques de vie courante, avec beaucoup de références aux visions et à l'extase, comme l'a montré Mircea Eliade dans son magnifique ouvrage sur le chamanisme. Il y a donc en fait même une forme de mysticisme presque. C'est une certaine forme de mysticisme, mais un ensemble de pratiques. Il n'y a pas de religion véritablement établie, comme peut l'être le druidisme. Évidemment, on ne sait pas trop ce qu'était le druidisme. Déjà, oui. Et plus on va, moins on en sait. Mais néanmoins, c'est une religion de type indo-européen qui a des points communs avec les Grecs, qui a des points communs avec les Latins. Il y a donc, si vous voulez, quelque chose d'organisé, alors que chez les chamans, il y a quelque chose de beaucoup plus dispersé, chaque chaman étant au milieu d'une certaine population, comme une sorte de conscience de cette population. Vous me direz que les druides aussi étaient la conscience de la population, et nous savons très bien, d'après Césaire, qui est quand même notre meilleur informateur là-dessus, nous savons très bien qu'il y a 3 classes chez les Gaulois, donc chez les Celtes d'une façon générale. Et les fameuses 3 fonctions. Les 3 fonctions que Dumézil a bien mis en évidence, et qui se retrouvent d'ailleurs au Moyen-Âge avec ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui produisent. Bon, mais pour César, la seule classe qui compte, c'est celle des druides, parce qu'ils sont à la fois les intellectuels, ils sont des visionnaires, ils sont des prêtres, ils sont des médecins, ils sont également des hommes politiques bien souvent. Ils sont multifonctions en quelque sorte. Ça, au sommet de cette hiérarchie des 3 fonctions de Dumézil, il y a donc la souveraineté qui est à la fois la souveraineté religieuse et la souveraineté politique. Oui. C'est le cas, on peut l'imaginer, de ces personnages de druides. Oui, parce que le druide lui-même a une importance particulière. Dans les assemblées, il est bien dit que le roi ne peut pas parler le premier, il faut que ça soit le druide qui parle. Le roi ne parle qu'en 2e position, et puis ensuite ce sont les guerriers, bien entendu. Mais il y a une hiérarchie très forte, ce qui prouve qu'il y a un côté spirituel qui est à la fois politique et quotidien dans la vie courante. Les druides sont les personnages les plus importants de cette société celtique. Oui, on va le voir si vous voulez bien, Jean Marcal, avec ce texte de Camille Jullian, un historien du début du XXe siècle, qui donc est l'un des premiers à avoir essayé d'imaginer l'organisation sociale donc de ces sociétés celtiques et gauloises. L'héritier des grandes familles gauloises était élevé pour une vie de combat et une vie d'intelligence. Monter à cheval, manier les armes, courir au sanglier, c'était sans aucun doute les exercices obligatoires de son adolescence. Mais une large part était aussi faite dans son éducation aux travaux de l'esprit. Aussi est-il envoyé de bonne heure à l'école des druides. Il vit pendant les premières années de sa pensée dans la familiarité respectueuse de ses prêtres, qui sont d'ailleurs nobles comme lui,
ses égaux par le rang, ses supérieurs par le mérite. Et il s'habitue à honorer autre chose que la force. Des druides, il apprend qu'il a une âme, que cette âme est immortelle, et que la mort est le simple passage d'un corps humain à un autre corps humain. Il sait bientôt par eux que le monde est une chose immense, et que l'humanité s'étend au loin, bien en dehors des terres paternelles et des sentiers de chasse ou de guerre. Enfin, ses maîtres lui font connaître ce qu'est la nation celtique, comment les Celtes ont une même origine et que tous, amis ou ennemis du moment, sont les descendants d'un même ancêtre divin. Ainsi le jeune homme s'imaginait peu à peu la grandeur du monde, l'éternité de l'âme, l'unité du nom gaulois. Voilà un extrait de Vercingétorix, chef de clan, un ouvrage de Camille Jullian, qui nous montre aussi jusqu'à quel point finalement les historiens doivent broder parfois pour imaginer ce qu'était la société gauloise et cette hiérarchie sociale. Oui, il est évident qu'il y a des manques, on est obligé de compléter tout cela, en faisant des comparaisons d'ailleurs entre ce qui se passait en Gaule et les textes irlandais qui nous ont conservé quelque chose de beaucoup plus archaïque. Et qui sont beaucoup plus abondants. Et qui sont beaucoup plus abondants puisqu'il y en a des quantités qui ont été recueillies par les moines chrétiens au début du Moyen-Âge, et ce qui nous permet de faire des comparaisons très éloquentes avec ce que nous savons des Gaulois par les Grecs et les Latins, puisque vous savez que les druides interdisaient l'écriture et qu'il n'y a pas d'écriture gauloise. Alors, on est obligé de recourir aux témoignages des ennemis des Gaulois, autrement dit des Latins, et puis aussi des Grecs, avec qui ils avaient d'ailleurs des rapports très très fréquents. Oui. Mais avec ces comparaisons avec les épopées gauloises, les épopées irlandaises, nous avons des renseignements. Ça ne veut pas dire que ce soit l'exacte vérité historique, parce que ce ne sont que des épopées, et ces épopées ont été mises par écrit par des moines chrétiens. Par conséquent, il y a des choses qui sont peut-être édulcorées ou qui sont peut-être déformées, faussées. Alors, pardon, de même, cette vision des Gaulois et de la société gauloise par les témoins de l'époque, donc grec ou latin, elle est souvent déformée, notamment on le verra, Jean Marcal, en ce qui concerne la personnalité, le caractère supposé des Gaulois. On va en avoir un exemple, mais pour revenir à notre question initiale, donc cette structure indo-européenne à la fois de la religion et de la société celte, et de la langue, bien entendu, mais ça, oui, c'est bien connu. Elle semble nous éloigner finalement de cette structure chamanique des sociétés que les Celtes ont trouvées en arrivant sur les terres d'Europe occidentale. Ah oui, au point de vue social, il y a une grande différence. C'est simplement sur le plan du mysticisme et surtout de la spiritualité qu'il peut y avoir des points communs. Mais il ne faut pas confondre les chamans et les druides. Les druides ne sont pas des chamans et inversement. Les druides sont pourtant des gens qui connaissent, qui ont le pouvoir de connaître, le pouvoir de vaticiner. Bon, n'oubliez pas que druide, ça vient de deux mots, d'un préfixe qui signifie très, qui est un préfixe augmentatif, superlatif même, et puis de l'indo-européen qui a donné le latin videre, voir. Ce sont les très voyants et les très savants en même temps. Donc, ils ont le pouvoir, comme la plupart des prêtres dans l'Antiquité, le pouvoir de vaticiner, de prophétiser, d'avoir des visions. Alors là, on retrouve évidemment des éléments propres au chamanisme, parce que le druide peut se mettre en extase. Peut-être le fait-il d'une façon parfaitement psychologique, peut-être utilise-t-il des substances hallucinogènes, en particulier les champignons, c'est fort possible. Nous n'en avons aucune preuve absolue, mais c'est vraisemblable, car le voyage du chaman dans l'autre monde ressemble
à tous ces voyages des druides dans l'autre monde, et Dieu sait que dans les épopées irlandaises, il y a ces fameux voyages qui se sont manifestés ensuite à l'époque chrétienne par la fameuse navigation de Saint Brandon à la recherche du paradis. Alors justement, vous citez, Jean-Marc Calle, dans votre livre sur le druidisme, le glossaire de Cormac, qui décrit un rituel de divination que vous jugez absolument comparable aux cérémonies qui préludent justement au voyage du chaman. Oui, on se met dans un certain état de catalepsie en quelque sorte, et le voyage se fait dans l'esprit, tout simplement, parce que le druide ne va pas bouger, exactement comme le chaman qui va rester dans sa hutte et qui va simplement lancer son esprit quelque part et revenir avec des renseignements ou revenir avec la personne qu'il est allé chercher, le malade qu'il est allé chercher. Car c'est un mythe éternel qu'on retrouve d'ailleurs dans le mythe d'Orphée, c'est-à-dire la recherche d'une âme qui est perdue quelque part dans les enfers, dans l'autre monde. Alors vous comparez également, c'est aussi un point de comparaison important, le druidisme au totémisme. Il est vrai que au début du XXe siècle, à la suite de Sir James Fraser, on admettait l'existence du totémisme chez les Celtes simplement à cause de la valeur symbolique très forte qu'il donne donc aux créatures animales. Oui, il est évident que ça se discute, l'histoire du totémisme. C'est pas une société totémique, mais pourtant, il y en a des traces. Le meilleur exemple, c'est celui du héros irlandais Cuchulainn, si vous préférez. Cuchulainn, oui. Qui s'appelait Setanta, et ayant tué le chien d'un forgeron, qui était le gardien du forgeron, il prend la place du chien en quelque sorte et devient le protecteur du forgeron, d'où son nom de Cuchulainn, c'est-à-dire le chien du forgeron. Et il n'a pas le droit de manger du chien, parce que c'est son animal totémique, sauf dans certains cas bien précis. Et il mourra parce qu'il a été obligé de manger du chien. Donc, il y a des traces évidentes de totémisme dans les traditions des Celtes, qu'elles soient chez les Gaulois, chez les Gallois ou chez les Irlandais, sans pour cela qu'on puisse affirmer que c'était des sociétés du même genre que celles qu'on trouve dans l'Océanie, par exemple, où les totems sont beaucoup plus importants. Cela dit, on retrouve dans certains noms des traces de ce totémisme dans la filiation avec un animal, comme fils de l'ours, par exemple. Oui, même le roi Arthur, par exemple. Oui. Le nom d'Arthur provient du nom celtique de l'ours. Il est évident que le roi Arthur, qui n'a jamais été roi d'ailleurs, il est simplement un homme assez laid qui a le visage d'un ours. Et on se réfère justement à cet ours qui est un animal qui peut être endormi pendant un certain temps, et c'est d'ailleurs pour ça que toute la légende du roi Arthur est basée sur sa dormition. Il n'est pas mort, il est quelque part dans l'île de Vallon, et il se réveillera exactement comme l'ours va se réveiller au printemps. Alors, je vous propose de retrouver un texte de ses contemporains. Il s'agit en l'occurrence de Diodore de Sicile, donc un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui revient donc sur cette terrifiante habitude des Gaulois que d'autres auteurs nous rappellent également, de couper les têtes de leurs ennemis. Ils coupent les têtes des ennemis tombés et les attachent à l'encolure de leurs chevaux. Ils remettent les dépouilles ensanglantées à leurs valets et les emportent comme butin, chantant le péant et un chant de victoire. Ils clouent ces prémices à leur maison comme dans certaines chasses ceux qui ont tué des bêtes sauvages. Les têtes de leurs ennemis les plus illustres, ils les enduisent d'huile de cèdre et les conservent soigneusement dans un coffret. Parce qu'un de ses ancêtres, son père ou lui-même, a refusé une importante rançon qu'on lui offrait pour une tête, il la montre avec fierté aux étrangers.
On dit que certains d'entre eux tirent gloire de ce qu'ils n'ont pas accepté son poids d'or pour cette tête, faisant preuve d'une forme barbare de grandeur d'âme.